Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Gabon Première. C'est votre émission quotidienne, l'entre-deux qui démarre. Nous sommes le jeudi 18 janvier 2018. Le débat de ce jour, nous annonçons dès à présent le thème. La domestique devrait-elle préparer le repas de votre mari à vos claviers? Mesdames et messieurs, vous pouvez réagir donc via nos réseaux sociaux, notamment la page Facebook. Vous nous envoyez également des SMS. Toutes les adresses vous seront données. Le menu de cette édition, on aura des invités, on parlera de sport avec la Coupe d'Afrique des Nations de handball messieurs qui continue de se dérouler. Également un clin d'œil à ce qu'on mangera ce midi avec Léa Virginie. On aura également droit à un invité surprise, on peut le dire ainsi. Il reviendra sur une affaire qui fait assez couler de l'encre et de la salive. Ce sera donc pour cette émission. Mais pour le moment, place à l'actu avec le Flash Actu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Journée chargée mais festive hier au Palais Polyvalent des Sports de Libreville. Au programme de cette première journée de la CAN handball messieurs, 4 rencontres, une cérémonie d'inauguration riche en couleurs et en sons et une victoire mémorable. Celle des Panthères pays hôte face au Diable Rouge du Congo. Deuxième victoire du Gabon sur le Congo en 5 confrontations, la dernière datant de 2010. La victoire s'entend. Belle organisation jusque-là, plus victoire d'entrée de jeu, égale jubilation pour tous, jusqu'au sommet de l'État. Hygiène et sécurité alimentaire. Quand la Direction générale de la concurrence et de la consommation frappe du poing sur la table, ça donne 3600 boîtes de lait Pico retirées du marché gabonais, soit 2000 à Libreville et 1600 à l'intérieur du pays. Et info pour info, selon le site Gabon Actu, les pharmaciens inviteraient d'ailleurs les familles détenant des boîtes de ce lait à se présenter dans les pharmacies avec les boîtes en question accompagnées des tickets de caisse pour se faire rembourser. Voilà une autre affaire à suivre. Direction à présent dans le grand nord du pays, précisément à Oyem, où un bruit retentissant s'est fait entendre. Non, il ne s'agit pas d'un grondement, mais plutôt d'un gros oui de 36 personnes, soit 18 couples qui s'unissaient pour le meilleur et, espérons-le, pour le pire aussi et tout le reste. Le site libreville.com, qui publie l'info, tient d'ailleurs à préciser que les 15 couples ont opté pour un régime monogamique, avec bien commun, tandis que les 3 autres ont préféré la polygamie. On sait donc déjà qui on reverra bientôt à la mairie alors. Finissons par de l'économie sur le continent. La Banque africaine de développement a rendu public hier le rapport 2018 des perspectives économiques pour l'Afrique. Le rapport phare de la banque met en lumière les résultats socio-économiques, les perspectives et les progrès dans 54 pays africains. Afin de faciliter le dialogue politique et le plaidoyer, le rapport PEA 2018, qui compte plus de 54 fiches pays, a été réduit à un maximum de 4 chapitres, soit 180 pages environ, contre plus de 300 pages par le passé. L'édition présentée mercredi à Abidjan fournit ainsi une analyse rigoureuse et exhaustive de l'état de l'économie africaine et des profits nationaux, détaillant ainsi les principales évolutions récentes et les perspectives pour chaque pays. C'est tout. À demain pour un nouveau numéro. Merci Idriss et à demain pour un nouveau numéro. Vous avez parlé dans votre flash actu de cette Coupe d'Afrique des Nations avec Coupe d'Afrique des Nations handball bien sûr, messieurs, avec la victoire des Panthères du Gabon hier face au Congo. Et nous recevons sur ce plateau Frédéric Nancy Pagna. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir sans cesse renouvelé de vous recevoir. Alors vous nous faites le point de cette journée victorieuse pour le Gabon. Alors que retenir déjà cette victoire du Gabon face au Congo en match d'ouverture officielle 27-22 de toute l'histoire de la CAN. Le Gabon n'avait jamais battu le Congo en phase de groupe de la CAN. Donc c'est une belle victoire qui place un pied au Gabon. En tout cas, le Gabon est bien positionné pour jouer un premier quart de finale.
Alors que retenez, il y avait d'autres matchs. Avant ce match d'ouverture, il y avait l'Angola qui a battu le Nigeria. Je rappelle, le score, c'était 28-16. Ensuite, il y a eu l'Égypte qui a battu le Maroc, 33-28. Et l'Algérie qui a battu le Cameroun, 31-23. Actuellement se joue le match Tunisie-Cameroun. Le score est à la mi-temps, 15-14. C'est dire que c'est serré. Mais on peut dire que les pays du Maghreb ont encore assuré leur entrée. Voilà, vous le disiez d'ailleurs hier, hein, ils montrent encore là qu'ils ont le dessus sur cette discipline-là. À part cette rencontre du Cameroun, est-ce qu'il y a d'autres rencontres aujourd'hui? Le programme prévoit? Effectivement, à 15 h, il y aura la rencontre RDC-Angola, Nigeria-Égypte à 17 h, c'est la poule B. Les deux, c'est la poule B. Et 19 h, Algérie-Gabon. Alors, si on peut revenir un peu sur la rencontre d'hier, on parlait déjà de l'appel hein, du public, des téléspectateurs, des spectateurs, autant pour moi, et des fans des Panthères. On peut dire qu'ils ont été au rendez-vous de cette rencontre. Les fans ont été au rendez-vous, les amateurs, les amoureux du drapeau ont été au rendez-vous. La salle, au début, on avait un peu des inquiétudes pendant la cérémonie, mais après, ça devient un peu une habitude. Les Gabonais, ils aiment bien se pointer quand le match commence. En tout cas, la salle elle était pleine. Les supporters ont encouragé l'équipe jusqu'au bout. On a de très belles images d'ailleurs que vous avez vues tout à l'heure. C'était un très beau match d'ouverture. Et parmi les supporters, on avait le premier sportif, hein, le chef de l'État en personne, qui est allé dans les vestiaires et danser donc la danse de la célébration et de la victoire avec les Panthères. Et concernant justement l'équipe du Gabon, quel est le programme? Quelles sont les prochaines rencontres qui sont prévues? Voilà, donc je disais aujourd'hui à 19 h, il y a la rencontre contre l'Algérie. Demain, il y a la rencontre contre la Tunisie et après demain, la rencontre contre le Cameroun. Ça s'enchaîne. C'est pas des morceaux faciles à croquer. Hein. Pas de morceaux faciles. Bon, le Gabon, nettement dans les calculs, le Gabon misait sur une victoire contre le Congo déjà, c'est chose faite. Et ensuite, une victoire contre l'autre pays voisin, le Cameroun, pour essayer de bien se positionner pour les quarts de finale. Il faut au moins 2 victoires. Pour se qualifier, une victoire peut être suffisante. Après, ça dépend des calculs. Ça peut dépendre du goal average, ça peut dépendre de la confrontation directe, mais tout ça, on saura ça plus tard. D'accord, on saura ça plus tard. Demain, on vous recevra ici encore pour en parler. Et bien sûr, il sera ainsi jusqu'à la fin de cette compétition. On vous remercie d'être passé. Peut-être un mot à l'intention du public qui devrait toujours venir sans cesse au Palais des Sports. Oui, dire que jouer une compétition à domicile, ce n'est pas chose facile. Les joueurs ont beaucoup de pression. Alors, ils ont besoin, au lieu des critiques, ils ont besoin du soutien de la population. Pour cette première journée, la population a répondu. On souhaiterait qu'elle soit encore présente aujourd'hui, à 19 h. D'accord, merci beaucoup Nancy. Je vous raccompagne avec cette transition. Juste le temps d'aller de l'autre côté du plateau pour recevoir le deuxième invité de cette édition. Et nous sommes en compagnie du directeur général de la concurrence et de la consommation, Monsieur Eyege Zé Emmanuel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. C'est un honneur et un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'Entre-deux. On parle avec vous de cette polémique qui part d'un communiqué, tout ce qu'il y a de plus innocent, que votre direction générale a émis, un communiqué qui était en rapport avec la RAC, la redevance audiovisuelle et cinématographique. Il aurait été, ce communiqué, un peu transformé par les réseaux sociaux et par certains médias, notamment presse en ligne. Qu'en est-il exactement? Il faut dire que nous avons été saisis par un consommateur qui représente une association de consommateurs au sujet de la majoration illégale des prix des bouquets par Canal+, du fait de l'intégration de la redevance audiovisuelle et cinématographique RAC. Nous avons naturellement examiné sa requête et nous avons discuté avec l'opérateur. Il est apparu que dans la facturation de l'opérateur, il était fait expressément mention de la RAC au taux de 500 francs CFA. Donc nous avons tout simplement
saisi l'opérateur par courrier pour lui dire que l'ARAC est bien une taxe qui a été mise en place par l'État, notamment par le Code de la communication. L'ARAC, les modalités de recouvrement de l'ARAC sont précisées par la loi de finances rectificative 2017 qui précise que ce sont les opérateurs qui en sont les assujettis, c'est-à-dire au niveau de l'État, ce sont eux qui doivent la payer. Maintenant, ils peuvent très bien la répercuter dans le prix de leur bouquet, mais pour cela, ils n'ont pas besoin de le préciser dans la facture, parce qu'en le précisant dans la facture, on crée une confusion, on a l'impression que au niveau de l'État, celui qui doit l'ARAC, c'est le consommateur, le client. Donc, pour être plus précis, l'ARAC, son taux est de 500 francs. La loi de finances rectificative a prévu 1500 francs, mais dans le cadre de la mise en œuvre de la lutte contre la vie chère, le gouvernement a pensé qu'il fallait aller progressivement. Donc le gouvernement a décidé de démarrer avec un taux de 500 francs. Ce sont les opérateurs qui le payent par mois et par abonné. Et maintenant, les opérateurs peuvent le répercuter sur le prix du bouquet pour ne pas dégrader leur marge, ce qui est tout à fait normal. Simplement, dans le système de facturation, ils n'ont pas fait apparaître la mention RAC. Si le prix du bouquet coûte 10 000 et qu'ils décident de répercuter cela dans le prix du bouquet, ils doivent simplement dire que le prix du bouquet est à 10 500. Voilà. D'accord, donc si, pour revenir un peu à cette polémique et pour vraiment éclairer la lanterne des téléspectateurs et des Gabonais, la DGCC n'a jamais remis en cause la décision du gouvernement de faire payer l'ARAC par les opérateurs économiques. Jamais. Il n'a jamais été question de Non, ça. la DGCC ne peut pas remettre en cause deux lois. Je vous ai bien dit, l'ARAC est mise en place par deux lois. Voilà. Le Code de la communication, le dernier code de 2016, qui instaure l'ARAC et qui dit qu'elle doit être payée par les opérateurs économiques et les personnes physiques. Et ce Code de la communication renvoie les modalités de recouvrement, c'est-à-dire comment on la paye exactement, à la loi de finances. Et la loi de finances rectificative 2017, pour parler des abonnés, dit que ce sont les opérateurs économiques qui doivent la payer par abonné et par mois, au taux de 1500 francs CFA. Mais pour tenir compte du coût de la vie, le gouvernement a décidé que ce coût passe à 500 francs. Ce sont les abonnés qui payent. Mais maintenant, ce sont des entreprises, elles peuvent très bien répercuter cela dans le prix du bouquet. Exactement. Donc la DGCC a simplement rappelé à l'opérateur Canal+, la réglementation sur la facturation, parce que la facture doit faire ressortir les éléments réels. L'ARAC, le client n'étant pas l'assujetti de l'ARAC, donc dans sa facture, on ne devait pas retrouver la notion RAC. Okay. C'est dans la présentation de la facture. Ok, donc rassurez-moi en tant que consommateur simple, si j'ai bien compris et si le téléspectateur a également compris, l'ARAC est applicable aux opérateurs économiques. Ils ont le droit de récupérer, si on peut le dire vraiment de façon terre à terre, de récupérer ce surplus qu'ils vont être obligés de verser, mais ils n'ont pas le droit de faire figurer cette mention dans la facture qu'ils font payer aux consommateurs. C'est bien cela? C'est exactement cela, selon les dispositions de la loi 2963 portant réglementation des prix. Donc demain, au guichet notamment, puisqu'il s'agit de Canal+, au guichet Canal+, on pourrait avoir des factures à 20 500 au lieu de 20 000. Ce serait normal, mais sans que la mention RAC ne figure dans la dite facture. Ce serait normal. Maintenant, nous avons saisi l'opérateur par écrit. L'opérateur a la possibilité de nous répondre, peut-être de nous évoquer un problème technique, parce qu'on peut prendre un peu de temps pour régler les machines qui sortent les factures. Ce n'est pas aussi automatique que ça. Donc, nous avons discuté avec l'opérateur et nous attendons simplement qu'il puisse le faire. Est-ce que vous pouvez peut-être donner un délai? Est-ce que vous avez une estimation pour rassurer le public quant à cette question? Je n'ai pas de délai puisque sur ces aspects techniques, nous ne les avons pas spécifiquement abordés, mais nous avons rappelé à l'opérateur qu'il était en droit de répercuter le montant payé sur le prix du bouquet et que simplement, dans la facture des consommateurs, ce que nous devons voir, c'est le prix du bouquet. D'accord.
puisque vous êtes là, on vous tient, on va profiter pour parler de cette nouvelle mercuriale. Il faut dire que depuis déjà même la fin de l'année 2017, il y a des mercuriales qui sont en place. Et donc là, de façon assez brève, on pourrait peut-être évoquer le cas de la nouvelle mercuriale concernant le prix du poisson, son esprit de façon globale. De quoi est-ce qu'il s'agira? Bien sûr, comme vous savez, l'un des objectifs du gouvernement aujourd'hui, c'est de lutter contre la vie chère sous les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et lorsque nous regardons la composition du panier de la ménagère, nous avons remarqué que le poisson, notamment le poisson pêché localement, a une place prépondérante. Et par ailleurs, le poisson présente aussi des qualités nutritionnelles importantes. Le poisson, quel est le constat? Nous avons fait une enquête des marchés et nous avons remarqué que le prix du poisson pouvait parfois atteindre 4 000, 5 000, voire 6 000 francs CFA, ce qui nous paraissait anormal pour un produit pêché localement. Donc nous avons travaillé sous les instructions du ministre de l'économie et du ministre en charge de la mer, du ministre en charge de la mer, avec les syndicats des pêcheurs et des mareyeuses, celles qui revendent le poisson, pour pouvoir asseoir une nouvelle mercuriale des prix. Donc aujourd'hui, cette mercuriale a été adoptée par le gouvernement. Un arrêté du ministre d'État en charge de la mer et du ministre de l'économie a été signé pour fixer les nouveaux prix. Globalement, en fonction des espèces, les prix vont de 500 francs à 2500 francs pour les pêcheurs. C'est-à-dire, lorsqu'un pêcheur revient de la mer, en fonction des espèces de poissons, il peut vendre entre 500 francs et 2500 francs si vous allez acheter chez le pêcheur. Maintenant, si vous achetez dans un marché, et les prix vont de 800 francs à 3300 francs. Donc le kilo de poisson le plus cher à Libreville, Ovendo et à Kanda devrait coûter désormais 3300 et plus 4000, 5000, 6000. Bon, cela a été dit. Maintenant, il faut appliquer cet arrêté. Nous avons commencé une campagne de sensibilisation et vous nous offrez d'ailleurs l'opportunité de la poursuivre. Après cette campagne de sensibilisation qui va durer globalement 10 jours, puisque le gouvernement compte y associer également les mairies, nous allons passer à la phase de contrôle des marchés et de la répression pour ceux qui ne veulent pas respecter les prix. Justement, parlant de répression, est-ce que le consommateur a un moyen de se plaindre, si on le dit comme ça? Est-ce que si je vais dans le marché, après bien sûr toutes les phases que vous avez évoquées, et que je me rends compte que le prix du poisson ne respecte pas, est-ce qu'il y a un moyen pour défendre mon droit? La Direction générale de la concurrence et de la consommation dispose des numéros vers le 80-85. Donc, à partir du moment où nous lancerons les opérations de contrôle, qui seront d'ailleurs vulgarisées, à partir de cet instant, le consommateur qui se trouve dans un marché X et qui n'a pas devant lui l'administration peut appeler sur ce numéro 80-85 pour nous situer exactement à quel endroit il se trouve, quel est le vendeur qui ne veut pas respecter les prix fixés par le gouvernement. La mercuriale a une durée de 6 mois, donc de janvier globalement jusqu'à juillet. Et après cette période, il se pourrait, après discussion avec des pêcheurs, que les prix baissent davantage. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est très important. Nous serons prêts, bien sûr, à vous recevoir lorsque vous aurez encore besoin de sensibiliser un peu plus les populations dans ce sens-là. Le 80-85, c'est bien ce numéro-là qu'ils peuvent utiliser, bien sûr, pour les autres mercuriales qui sont déjà appliquées sur le terrain. Bien sûr, et ce numéro est gratuit. Donc, voilà. Il n'a aucun coût pour le consommateur. Voilà. Le coût à la charge du gouvernement. Voilà, c'est donc des bonnes nouvelles pour les consommateurs. Et puisqu'on parle de poissons et de nourriture, c'est le moment pour nous de passer à table. Et c'est bien sûr avec Léa Virginie. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? La réponse tout de suite. Bonjour Léa. Bonjour Blanche, bonjour à tous. Aujourd'hui encore, je suis avec le chef Michel de l'école supérieure de cuisine La Toque Noire pour vous présenter une autre recette simple à réaliser chez vous. Alors, bonjour chef Michel. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien, merci. Pas Bonjour trop. à vous également, chez vous. Pas trop fatigué? Non, on commence la journée avec un esprit festif. Festif. Ok, alors qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui chef Michel? Alors justement, comme nous avons un esprit festif, nous allons vous préparer aujourd'hui un plat de fête qui est
un plat typiquement gabonais, le poisson salé aux légumes. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de sublimer ce plat qui habituellement est servi dans les mariages, que beaucoup d'entre nous connaissons et que nous allons essayer de faire découvrir à ceux qui ne le connaissent pas. Et pour cela, nous allons ici vous présenter les produits que nous avons utilisés. Alors, on aura des poivrons, des oignons, tomates, céleri en branches, des carottes, du chou, du poisson salé, quelques gousses d'ail et un peu de piment pour relever tout ça. Alors, pour commencer, nous allons commencer par le produit vedette qui est le poisson salé. Nous allons le faire revenir quelques instants avec quelques gouttes d'huile. Voilà. Légèrement sauté, cette action a pour but de faire ressortir les parfums et les arômes. Ensuite, nous allons y ajouter les poivrons et le céleri. Nous allons laisser mijoter quelques minutes. Ensuite, nous ajouterons à notre préparation notre chou finement coupé, nos carottes, alors, nous allons prendre une deuxième poêle dans laquelle nous allons mettre juste un peu d'huile et nous allons faire dorer nos oignons. Ensuite, nous allons prendre une gousse d'ail que nous allons essayer de couper aussi finement que possible. Nous réservons pour mélanger à l'oignon tout à l'heure. Alors, pour donner un peu de jus à notre préparation, nous allons rajouter juste un peu d'eau. Les oignons commencent à dorer. Maintenant, je vais y rajouter mon ail. Et maintenant, nous allons réserver notre préparation pour commencer à attaquer le dressage. Voilà, petite dorure, pas mal. Donc vous avez un plat sans trop de matière grasse, avec toutes les saveurs que nous connaissons, pour nous qui avons déjà goûté au poisson salé. Il y a juste le visuel qu'on vous a un peu
aider à améliorer. Donc, à vos fourneaux et essayez de refaire la recette. Vous avez tous les ingrédients en même temps. Là, nous avons le goût du poisson salé qui ressort très bien. Les légumes qui ne sont pas trop cuits, encore légèrement croquants. Juste ce qu'il faut. Pas trop de matière grasse, pas trop de sel. Je crois qu'il est parfait. Alors là, je sais que je fais des envieux. Chef Michel, vous-même, vous êtes satisfait, content? Je suis satisfait de ce plat. Mais toujours on peut améliorer. Et j'appelle tous les professionnels, comme toutes les ménagères, à essayer d'améliorer ce qu'on fait. Vous avez le devoir de valoriser notre patrimoine culturel et c'est une façon de commencer. Alors Chef Michel, c'est un goût que je connais déjà. Oui. Et là, le visuel il est différent. On va peut-être le refaire ensemble, chers téléspectateurs. Moi, je vous donne un rendez-vous pour demain avec le Chef Michel, Blanc-Pika. Bon appétit et à demain pour une autre recette. Merci Chef Michel. Merci à vous, merci chers téléspectateurs et à demain. À demain, bon appétit. Merci Léa, merci pour le bon appétit également. Veuillez nous en garder un peu pour qu'on puisse manger et profiter donc de cet appétit-là. Vous faites bien de parler de cuisine et d'ailleurs la question du jour, le débat du jour fait allusion à cette cuisine-là. Est-ce que la domestique devrait préparer pour votre mari à la maison ou alors les hommes aussi peuvent répondre. Est-ce que la domestique devrait préparer pour le mari dans un domicile? On a des réactions qui fusent sur notre page Facebook. Félix Rosira nous dit oui, si la dame est occupée et si la nourriture de la domestique a bon goût, on peut lui demander de faire la cuisine. Pourquoi pas? Pourquoi s'en priver si c'est un cordon bleu? Idriss nous dit oui, c'est parfaitement normal si elle sait faire la cuisine. Le danger serait si cette dernière fait mieux la cuisine que la femme. Ça pourrait créer des frustrations, mais afin d'alléger la journée de certaines femmes qui travaillent aussi bien que leur mari, il serait bien de déléguer cette tâche à la domestique. Gisca Lamar à Libreville nous dit ce n'est pas normal que la domestique cuisine. Kenel dit ça dépend des avis communs au couple. Il n'y a pas de règles ou de bons comportements qui fixent cela pour l'ensemble des couples. Et Noëlla de dire, au vu des anecdotes contées au sujet du détournement de certains hommes par nos servantes, je m'abstiendrai de lui confier cette tâche, pire de dresser mon lit. Cependant, les activités professionnelles et associatives pesant un peu, je pourrais permettre une fois dans la semaine, le lundi par exemple, puisque c'est le début de la semaine et qui est souvent difficile. On vous donnera d'autres réactions tout à l'heure, juste pour nous le temps d'accueillir Armstrong Agaya, présentateur de l'émission C'est sans tabou sur votre chaîne de télé Gabon Première qui est avec nous. Bonjour Armstrong. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de l'émission C'est sans tabou. Elle a effectivement repris version Gabon Première sur les antennes de la chaîne depuis lundi. Mais il est surtout question aujourd'hui de nous présenter peut-être la nouvelle version. C'est vrai qu'on la voit depuis lundi en format 30 minutes. Déjà nous rassurer, ce n'est pas le format définitif. Alors merci. Je le disais d'ailleurs aux téléspectateurs lors de mes précédentes émissions. C'est un format exceptionnel, puisque vous savez qu'actuellement en République gabonaise, il se déroule la Tropicale à Missa Bongo pour la 13e édition. Et comme il faut également que la télévision gabonaise, donc Gabon Première, diffuse et permette aux Gabonais de vivre cet événement, il y a donc un programme qui occupe également les antennes de Gabon Première à ces moments-là. Et donc c'est à cette occasion que l'émission C'est sans tabou n'est diffusée pour le moment que sous ce format de 30 minutes. Voilà, donc après elle reviendra au format 2. 52 minutes. De 52 minutes. Alors peut-être pour les personnes qui n'ont pas vu la version à l'époque de Canal 7, repréciser un peu, c'est quoi l'idée de C'est sans tabou? On sait que c'est un débat à bâton rompu et sans tabou, est-ce qu'il y a quand même quelques tabous ou alors c'est vraiment sans tabou? Alors il faut dire que tout en respectant la personne, sinon en respectant autrui, l'émission comme son concept l'indique, c'est de pouvoir permettre aux Gabonais d'être édifiés sur des questions qui, ma foi, parfois fâchent. La plupart du temps, on aborde des questions, comme on le dit, sans tabou, en évoquant les sujets de fond en comble, en ayant parfois, pour habitude d'ailleurs,
de pousser certains invités à dire certaines choses que l'on ne pourrait pas retrouver sur un tout autre plateau aussi facilement. Et donc, c'est après le casting auquel j'ai pris part avec la commission mise en place par le ministère de la Communication que l'émission a été retenue en tenant bien compte de cette exigence-là, le fait qu'il n'y ait pas de tabou sur le plateau de cette émission. Et c'est cela que l'on retrouve chaque soir lorsque je me retrouve avec des invités. Et c'est donc sans tabou que vous allez aborder la question de l'opération Mamba ce soir et demain notamment. Parlez-nous-en un peu. Oui, il faut dire que c'est parti d'un constat. Comme on le dit, sans tabou, il y a des sujets en République gabonaise pour lesquels les populations souvent ne sont pas très informées et n'ont parfois pas également la possibilité de réagir. Et donc, nous nous sommes dit, avec l'équipe de réalisation, mais surtout avec la direction générale en charge des programmes et de la production, qu'il fallait évoquer tous les sujets possibles et un des sujets majeurs, c'est bien sûr cette question liée à l'opération Mamba, puisque prenons par exemple certains faits en ce qui concerne l'entreprise de Santulo, Sericom Gabon et autres. On parle de la construction du pont sur la Bagno, on parle de la route Mouilin-Dendé, pour lesquelles on retrouve d'ailleurs quelques lignes dans le quotidien L'Union, pour des montants de près de 8 milliards de francs CFA, 100 milliards de francs CFA, et puis au regard de la réalisation, il y a des interrogations qui fusent de partout et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas aborder également cette question liée à l'enrichissement illicite au Gabon quand on sait qu'il y a une commission qui existe et que celle-ci devrait également pouvoir communiquer. Et notre travail, pourquoi pas, en tant que communicateur, c'est de leur aider également à faire ce travail de façon à ce que les populations soient imprégnées des réalités, qu'elles soient imprégnées de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas pu être fait, parce qu'il y aurait peut-être eu des détournements de fonds à outrance, parce que, ma foi, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, si vous dites à un Gabonais lambda d'un quartier de la capitale gabonaise que des travaux sur le tronçon, par exemple Mouilin-Dendé, auraient coûté 8 milliards de francs CFA, est-ce qu'au regard de la qualité de réalisation de ces travaux, cela peut être justifié? Si oui, les invités que nous avons sur le plateau apportent des éléments, les téléspectateurs également, et ceux de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite apportent également les éléments pour pouvoir analyser cette situation sans pour autant, bien sûr, se substituer en une instance judiciaire, Bien sûr, mais et donc, simplement quand vous pour parlez- donner des orientations de façon à ce que tout le monde soit imprégné de ce qui se passe réellement en République gabonaise. D'accord, vous parlez des invités, on sait que vous allez bien sûr faire dans le respect de l'équilibre des avis, bien sûr. Vous avez, si on a été bien informé, 2 jours pour ce thème-là, et donc Oui. forcément vous essayerez de faire parler toutes les parties prenantes intervenant dans ce sujet. C'est une très bonne question parce que je voudrais également le dire ici sur ce plateau et c'est une bonne occasion que vous m'offrez là. Ce qui y est constaté aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de Gabonais qui préfèrent aller souvent s'exprimer sur les réseaux sociaux. Oui, peut-être parce qu'on a une certaine liberté là-bas, peut-être parce que là-bas notre responsabilité personnelle n'est pas engagée, mais je pense, ma foi, que le plateau de l'émission C'est sans tabou est également une autre plateforme importante pour ces Gabonais. L'émission, elle est ouverte. C'est une émission qui donne la possibilité à quiconque en République gabonaise, et je le précise bien sûr, qui soit respectueux des institutions, de pouvoir venir sur ce plateau et donner son avis, s'exprimer sur les différentes questions. Ce qu'il y a de craignant seulement, c'est le fait qu'aujourd'hui, vous avez des personnalités de toutes les administrations confondues qui, ma foi, parfois acceptent des invitations, mais à la dernière minute, décommandent, peut-être par crainte. Et comme j'ai souvent eu pour habitude de le dire, je ne me lasserai pas de le préciser à chaque émission lorsque je me retrouverai planté par un invité, que ce soit une personnalité politique, que ce soit un membre du gouvernement, que ce soit un haut responsable de l'administration gabonaise. Une fois l'accord obtenu, l'accord de principe pour que ce dernier vienne à l'émission, si jamais ce dernier ne venait pas, que les Gabonais ne soient pas surpris, qu'ils ne se posent pas de questions. Pourquoi est-ce que l'on peut arriver à ce stade? Parce que l'objectif, c'est celui-là. C'est l'émission C'est sans tabou, c'est donner la possibilité aux Gabonais d'être informés sur tout ce qui se passe en République gabonaise, que cela touche les plus hautes institutions du pays, tant que l'on s'inscrive dans le respect de celle-ci, tant que l'on s'inscrit dans le respect de la personne d'autrui. Le plus important, c'est de pouvoir communiquer avec les populations gabonaises. Merci beaucoup Armstrong. Peut-être rappeler le contact pour l'émission, pour participer, pourquoi pas, mais également peut-être pour venir sur le plateau. Vous avez forcément un contact? Oui, il y a un numéro de téléphone, c'est le 04 91 97 97. Je vais le dire un peu plus lentement, merci. 04
91 97 97, bien sûr précédé de plus de 141 si les personnes appellent hors des frontières gabonaises. Et puis il y a une page Facebook également, c'est sans tabou, simplement sur Facebook. Sur Facebook. Voilà, donc le message est passé. Rendez-vous donc ce soir lorsqu'il sera 21 h sur les antennes de Gabon Première. Et puisqu'on vous tient, vous allez peut-être nous donner votre avis sur le débat du jour. Est-ce que la domestique devrait préparer le repas du mari à la maison? Votre avis compte également. Vous êtes forcément un homme, un mari ou un futur mari. Je veux vous répondre sans tabou. Personnellement, pour des raisons de convenance, j'estime que lorsqu'on a une épouse, quoi qu'elle soit occupée ou qu'elle ait des hautes fonctions, elle est censée répondre à ses obligations maritales. Et donc, à partir de ce moment, ma foi, je ne pense pas que la domestique à la maison devrait me faire à manger, à moi qui suis l'époux. Parce que mon épouse doit pouvoir harmoniser son temps, harmoniser son calendrier tant professionnel que dans son foyer, de façon à ce qu'elle trouve toujours le temps pour s'occuper de son homme. Parce qu'en réalité, donner la possibilité à la domestique de le faire, c'est en quelque sorte donner une ouverture à celle-ci. Parce que nous, les hommes également, nous avons souvent quelques défauts qui nous mènent parfois à des dégâts qui sont parfois irréparables et qui créent des divisions au sein de la famille, qui créent de multiples problèmes. Je pourrais apprécier un plat qui sera malheureusement bien fait par cette dernière, par la domestique, et je pourrais prendre l'habitude de lui dire à chaque fois il faut que tu me fasses à manger, et j'oublierai les goûts de ce que peut m'apporter mon épouse en matière de cuisine, en matière culinaire. Et donc, il y a ces dangers-là. Je serais d'accord, et comme je le dis souvent si bien chez moi, à la limite, c'est sortir les aliments du réfrigérateur. Oui, je suis d'accord, mais pour la cuisson, surtout en ce qui concerne ce que moi qui suis l'homme, je devrais manger quand je rentre du boulot, ma femme devra trouver le temps, quelles que soient ses occupations, quelles que soient ses responsabilités au sein de l'administration. Merci beaucoup, un peu dur, mais bon, prie. c'est votre avis et nous le respectons. Et vos avis également sont attendus sur la page Facebook de l'émission, mais également par SMS avec les contacts qui s'affichent au bas de l'écran. À présent, place à la rubrique Comme à l'école. On va retrouver Irène Dembé sur le côté. Nous sommes sur le côté avec Irène. Bonjour Irène. Bonjour Blanche. Un plaisir toujours de vous retrouver. Aujourd'hui, on l'annonçait déjà hier, on va parler de l'écriture du procès verbal des réunions. Hier, on parlait de comment bien conduire une réunion, de la préparer en amont. On a parlé du pendant la réunion et d'après après la réunion. Et donc aujourd'hui, on parle du procès verbal qui est donc le compte rendu, si on peut le dire ainsi, de tout ce qui a été dit et décidé pendant la réunion. Mais c'est une étape qui se prépare également en mini-étapes. Absolument. J'aimerais insister sur un terme que vous avez utilisé, compte rendu. Il faut bien spécifier qu'un compte rendu n'est pas un procès verbal de réunion. Alors, il y a le terme compte rendu, il y a le terme procès verbal. Ces deux éléments ont un point commun, c'est de restituer la teneur d'une réunion, mais le procès verbal a quelque chose de beaucoup plus officiel. Il peut même avoir une valeur juridique. Donc, ce sont deux éléments qui ne se ressemblent pas, bien qu'ayant des objectifs similaires. Et il faut dire que pour le procès verbal, nous l'avons vu hier, il y a un moment où on va demander aux participants de la réunion d'approuver ce procès verbal. C'est la première étape s'agissant d'une... Dans la réunion. Dans la réunion, oui. Lecture et adoption du procès verbal, ce qui n'est pas le cas pour un compte rendu de réunion. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il se rédige en deux étapes. Vous parliez de rédaction. Il y a le moment de la prise des notes et puis le moment où on va véritablement commencer à rédiger. Mais c'est parfois un peu compliqué. Regardez la dame, c'est parfois difficile. Alors, cette prise de notes, elle se fait durant la réunion. Il faut suivre attentivement les débats. La prise de notes peut apparaître comme étant un exercice laborieux, surtout si les discussions sont houleuses. Alors, il faut avoir un carnet de notes,
comme la dame, ou un ordinateur ou même une tablette. La consigne, c'est que ce sont les synthèses, c'est la synthèse de la discussion que l'on note. On ne va pas écrire un procès verbal sur des pages et des pages et des pages. Il faut être en mesure de synthétiser. Et donc, il faut avoir à l'esprit qu'il y aura d'une part les propositions, d'autre part les décisions pour chaque point abordé durant la réunion. Parlons maintenant de la rédaction en tant que telle. Un procès verbal est structuré d'une certaine façon. Il y a ce que nous pouvons appeler l'entête, avec le titre de la réunion, l'objectif de la réunion, la date, l'heure, le lieu, les participants, les personnes qui sont présentes à la réunion. Et puis, on rédige une introduction. Procès verbal de l'Assemblée générale, etc., etc. Ça, c'est ce que nous avons appelé en tête, c'est le grand titre. Ensuite, il y aura une introduction. L'Assemblée générale de l'association X, par exemple, s'est tenue dans la salle de réunion de la maison Georges Rawiri le jeudi 18 janvier 2018 à 14 h. Était présent... etc., etc. C'est l'introduction du procès verbal. Alors, on passe maintenant au développement. Que doit contenir ce développement? Il faut déjà dire qu'il doit être structuré. Les parties doivent apparaître clairement. Nous avons dit qu'il y avait un ordre du jour. Eh bien, les différents points inscrits à l'ordre du jour doivent apparaître clairement. Alors, pour chaque point, lorsqu'il est question de rédiger, on a à l'esprit qu'il y a les propositions, les décisions, et une fois que le développement a été rédigé, il faut finir en utilisant une formule de conclusion. Par exemple, l'ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été levée à 17h45 par exemple. Voilà ce qu'il faut dire. Et puis en annexe, on a dit qu'au départ, il y avait les participants. Lorsque vous rédigez le procès verbal, vous pouvez vous contenter de dire qu'il y avait une vingtaine de personnes présentes, mais il y aura en annexe cette liste de présence avec les noms, les contacts. Vous disiez, c'était important de dresser une liste de présence. Voilà ce qu'il convient de dire s'agissant de la rédaction du procès verbal de réunion. Bien entendu, il y a des consignes à donner, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut faire en termes de style. Quel est le temps verbal que je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser le présent de l'indicatif? Est-ce que je vais utiliser le passé composé? Ce qu'il faut dire, c'est que le temps utilisé, c'est le passé composé. Il faut éviter de mélanger des temps pour ne pas s'en sortir, parce qu'il y a la question de la concordance des temps, pour ne pas que ce soit quelque chose qui ne soit pas léger, quelque chose que l'on ne pourra pas lire. Alors, il faut bien entendu, on parlait de temps verbal, on parle de style, il faut éviter les fautes d'orthographe. Si on a un ordinateur, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a un correcteur. Et puis, le vocabulaire doit être simple et précis. Il n'est pas question de faire des commentaires. Vous ne donnez pas votre point de vue personnel en tant que rédacteur. Vous devez de façon objective relater ce qui a été dit durant cette réunion. Donc, vous relatez les faits simplement, pas d'opinion personnelle, on bannit le jeu. On ne doit pas utiliser de jeu, c'est la troisième personne. C'est la forme impersonnelle qu'il convient de privilégier. Donc le « il » est de rigueur, on n'utilise pas le jeu. Et on n'oublie pas que l'on ne consigne que l'essentiel. C'est ainsi que l'on écrit de façon correcte un procès verbal de réunion. Alors peut-être juste dire c'est quoi la véritable différence entre le procès verbal et le compte rendu. Vous avez dit le procès verbal, il est signé par toutes les personnes présentes, mais également... Approuvé par toutes les personnes présentes, il porte la signature du secrétaire de séance. Il se fait de façon officielle. Il entre dans le cadre de la réglementation d'une organisation, d'un service, d'une administration, et c'est un document qui peut être utilisé plus tard. Je disais qu'il pouvait avoir une valeur juridique. Voilà. Donc en fait, on pourrait avoir pour une... C'est beaucoup plus formel, c'est beaucoup plus officiel, c'est quelque chose que l'on peut présenter à quelqu'un qui voudrait connaître le fonctionnement d'une structure. Et pour une même réunion, pourrait-on avoir un procès verbal et un compte rendu pour la même réunion? C'est possible? Cela dépend des objectifs à atteindre. Si vous avez besoin... Si avant la prochaine réunion, il y a des rencontres intermédiaires, vous pouvez avoir besoin de ce compte rendu, étant entendu que le procès verbal sera disponible à la prochaine réunion et tous les participants auront ce procès verbal entre les mains. Donc si on veut faire beaucoup plus court, on peut avoir un compte rendu de réunion. On peut aussi faire une fiche synthétique, comme je l'ai dit hier, pour avoir une idée de ce qui a été dit à la réunion, pour ne pas forcément attendre la prochaine réunion, pour que tout le monde ait sous les yeux ce fameux procès verbal. Merci beaucoup, merci Irène Dembe pour ces informations. Je suppose que demain, on en a fini avec la réunion. Vous avez prévu encore... On en a fini avec la réunion, on se retrouvera plutôt lundi.
Ah oui, c'est vrai, lundi. Merci du rappel. Demain, c'est plutôt Rona Charline que nous allons retrouver dans le cadre de sa rubrique Découverte. Puisqu'on vous tient, vous savez d'ailleurs que tous les jours, on vous demande votre avis sur le débat du jour. On parle aujourd'hui de la domestique. Est-ce qu'elle devrait, selon vous, préparer le repas du mari? Pas du tout. Alors, parce qu'il y a des tâches qui sont des tâches absolument qui relèvent de la femme, il faut le dire. Et malheureusement, certaines femmes masquent leurs lacunes, demandent à la domestique de faire la cuisine parce qu'elles ont déjà des lacunes. Une femme africaine doit être élevée convenablement et donc au nombre des choses que l'on apprend à la jeune fille, c'est bien de faire la cuisine. Même si on a un emploi du temps qui est assez difficile, mais il faut apprendre à concilier vie professionnelle avec la vie de famille. Comment vous le faites si par exemple vous avez un travail, notamment les femmes de télé qui ont le journal à 20h, comment vous pensez qu'elles peuvent Vous faire organisez différemment vos journées, vous vous levez beaucoup plus tôt et vous pourrez ainsi offrir un repas correct et décent à votre homme. Je veux dire que cela fait partie également des éléments qui soudent le couple, cela fait partie d'un moment de complicité. Un homme prend plaisir à déguster un plat préparé avec amour, affection par son épouse, que de savoir que c'est sa femme qui a pris le temps de préparer ce plat délicieux. Cela permet aussi de consolider les liens. Il faut privilégier son couple. Lorsqu'on est en couple, ce n'est pas, on va dire, quelque chose d'anodin, de banal. Il faut véritablement que le couple soit l'élément numéro 1 dans sa vie. Son époux, ses enfants, c'est véritablement important. Il ne faut pas passer à côté de l'essentiel lorsqu'on est une femme. Il faut être une femme africaine, moderne, certes, mais en ayant à l'esprit qu'on a des devoirs. Bien sûr. Alors, Lorraine Kenge, qui nous écrit via Facebook, elle dit elle peut le faire pour les enfants, sauf pour mon homme, car malgré mes nombreuses occupations, cette tâche m'incombe. Elle vous rejoint un peu dans votre avis. S'il le faut, je ferai des tupperwares, donc des réserves, pour que monsieur ne soit pas obligé de m'attendre pour manger. Alors, Lionel Ashton nous dit faire le marché, oui, mais préparer certainement pas, car il y a des tâches que l'on ne confie pas aux domestiques. Cependant, il peut arriver que pour des raisons de maladie ou d'indisponibilité, cette dernière puisse le faire pendant une courte période, mais pas de façon régulière. Ce sont les réactions quant à ce thème. Elles restent attendues. Soflane, depuis Douala au Cameroun, nous dit pourquoi pas, elle pourrait le faire, c'est tout à fait normal. Réaction pareille ou similaire pour Nathalie Wakam depuis Dakar au Sénégal qui dit bah oui, c'est normal, elle pourrait le faire, pourquoi pas. Voilà, vos avis continuent d'être attendus via notre page Facebook qui est affichée juste au bas de l'écran. Je vous remercie Irène. On se retrouve donc lundi pour une nouvelle rubrique comme à l'école. Il s'agit donc de quelques petites leçons pédagogiques et importantes bien sûr. Je me déplace tout juste après cette transition. On se retrouve de l'autre côté. Et nous sommes en compagnie de Laurent Manti-Etougué. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Le sourire, je ne sais pourquoi. Vous êtes le cofondateur de Citoyens et Action. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes là pour nous parler de cette conférence que Citoyens et Action, l'ONG, donc, donne demain. C'est bien cela. Ici même à Libreville, il s'agira des enjeux politiques et sociaux d'une démocratie. Gabon, 2 points, les enjeux sociaux et politiques d'une démocratie, c'est le thème. Pourquoi avoir choisi ce thème? Comment est née cette idée de cette conférence? Eh bien déjà, merci de me recevoir sur votre plateau qui est très beau. Merci. Alors la conférence, c'est pas demain, c'est le 25, jeudi 25. Ah d'accord, le 25. Et ça me permet justement de parler de cette conférence qui est... L'ONG Citoyens Action a été créée il y a 3 ans. Et donc, comme notre nom l'indique, ce sont des citoyens qui sont en action parce que nous voulons être des citoyens engagés dans notre cité et non pas simplement des spectateurs qui ne font que regarder ce qui se passe. Nous voulons être participants de l'organisation de notre cité, de la vie de la cité, de ce qui se fait dans la cité. Donc, cette conférence avec ce thème qui a été choisi par le conférencier
a pour but effectivement de parler de la démocratie au Gabon, de poser les enjeux, de voir quelles sont les perspectives de notre système démocratique, parce que nous ne voulons pas laisser le débat politique aux simples professionnels de la politique. Notre objet est de dire que tous les citoyens, parce que la politique concerne notre vivre ensemble, parce que la politique prend des décisions qui impactent notre vie, nous devons être des acteurs et surtout nourrir le débat sur les questions démocratiques. Mais forcément, vous avez votre avis, quand je dis vous, c'est donc l'ONG, vous avez votre avis sur la question. Et selon vous, quels sont les véritables enjeux politiques et sociaux aujourd'hui en matière de démocratie? Alors là, vous me posez une colle parce que je ne suis pas le conférencier. Oui, mais vous êtes de l'ONG, vous avez forcément un avis sur la question. Mon avis personnel, ce ne sera pas forcément celui de l'ONG, parce que bon, mon avis personnel est qu'au regard de tout ce que nous avons vécu, depuis la dernière élection, nous sommes en droit de nous poser des questions sur l'évolution de notre système démocratique. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment améliorer les choses? Donc en dehors, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tous les acteurs politiques qui donnent leur avis, je pense que nous, en tant que citoyens, on ne doit pas leur laisser ce champ-là. C'est-à-dire qu'on doit aussi donner notre avis, mais pour donner son avis, il faut avoir un certain nombre d'éléments, un certain nombre de bases, savoir qu'est-ce qu'une démocratie, sur quoi est basée une démocratie, quel est le fonctionnement de nos institutions et quelle est notre part à nous en tant que citoyens. Lorsqu'on regarde par exemple des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, où il y a une certaine alternance démocratique, où il y a une démocratie qui est vivante, on remarque que le rôle de la société civile est très important. Et je pense que c'est ce qui sous-tend notre démarche de pouvoir organiser des conférences de ce type pour que la société civile soit éveillée sur ces questions-là, qu'elle puisse donner son avis. Et je pense que notre démocratie a certainement connu des progrès, mais elle a encore des angles morts qu'il faudra parfaire. Et donc c'est cela l'objectif à atteindre à long terme, après, au-delà de cette conférence? Ah bien sûr, parce que le Gabon est indépendant depuis une soixantaine d'années. On a des pays comme les États-Unis ce sont de vieilles démocraties, mais on remarque que tout est à parfaire. Il n'y a pas de démocratie parfaite. Donc c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'avec cette thématique qui sera abordée le 25, les bases seront jetées. Chaque citoyen pourra être armé intellectuellement, armé aussi sur le plan peut-être de la politique. Parce que ce que nous souhaitons, c'est que les gens s'engagent. Pas forcément l'engagement politique, l'engagement il est citoyen, mais ce que nous souhaitons, c'est armer les gens, que les gens puissent comprendre, et c'est pour ça qu'elle est ouverte à tous, elle n'est pas payante. Mais bien sûr. Donc, et puis il y a toujours la possibilité de poser des questions, de nourrir le débat. C'est notre rôle, faire vivre le débat, et je me réjouis d'être sur ce plateau pour pouvoir parler justement de cette thématique. Alors vous parlez dans la petite description de la conférence, vous parlez de poser les jalons d'une citoyenneté éclairée et participative. C'est des termes assez compliqués. De façon très simple, qu'est-ce que vous entendez faire par là? Alors, au-delà de ce thème que nous avons choisi, je vais prendre un exemple tout simple de l'action de citoyen et action. Nous avons été à Lambaréné, donc à la prison centrale de Lambaréné, et nous avons, à Lambaréné, au sein de la prison, contribué à construire une entreprise sociale de briqueterie. C'est-à-dire qu'on a donné les instruments aux prisonniers de fabriquer eux-mêmes des briques et de les mettre en vente. Bien sûr, on a travaillé avec eux pour tout ce qui concerne l'organisation même de l'entreprise, etc., comment gérer l'entreprise. Donc ça va leur apporter des revenus. Ils pourront, avec ces revenus, vivre en prison parce que très souvent on pose un regard sur les prisonniers qui sont déjà condamnés, un regard négatif. Et nous pensons qu'on doit les réintégrer dans la citoyenneté. Parce que ce sont peut-être nos frères, nos sœurs qui ont commis des délits et qui voudraient peut-être se racheter. Donc comment les réintégrer dans la société? Nous avons pensé déjà que passer du temps avec eux, on organisait un tournoi de handball, de volley, ils ont gagné. Voilà. Et donc avec ce genre d'action, nous pensons que nous pouvons être utiles à la société. Ne pas forcément faire du bruit, ne pas être dans des chicaillas politiques, non, nous voulons être concrets. Et donc nous engageons, nous invitons toutes les autres ONG, tous les citoyens à faire le pas le plus petit, le plus intime qui soit, participent de notre vivre ensemble. Donc derrière cette conférence, il s'agit en fait d'appeler tout Gabonais qui s'y rendra ou qui se rendra à cette conférence à participer véritablement dans la marche politique et démocratique notamment du pays. Participer effectivement, comprendre les enjeux, parce que c'est essentiel. On ne peut pas s'engager dans quelque chose qu'on ne comprend pas.
C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème-là avec les éléments qui sont abordés. Qu'est-ce qu'une démocratie? Pourquoi au Gabon nous sommes dans une telle situation? Et comprendre les ressorts justement pour que nous ayons un regard éclairé. Parce que vous savez, en réagissant simplement avec les émotions, ça peut être légitime. Mais alors, comment transformer ces émotions en quelque chose de positif pour la société? C'est le sens de ce genre de conférence, parce que les gens qui viennent en général à nos conférences, débats, on appelle les cafés républicains. J'en profite pour dire qu'ils sont organisés tous les derniers jeudis du mois. D'accord. Donc on a une conférence avec des thématiques différentes. Moi-même, j'ai eu le plaisir d'organiser une thématique liée au média training, à la communication, et ça a été quelque chose de très ludique. En fait, ce que nous souhaitons faire, c'est d'équiper les citoyens et de les motiver dans leur engagement. Là, nous allons parler de démocratie, nous allons parler de notre pays. Dernièrement, nous avons reçu un homme politique qui a pris sa retraite, donc pour ne pas le citer, le père Paul Babesolo, qui nous a parlé des ressorts de la culture dans le développement de notre nation. Et ça a été quelque chose de très enrichissant. Notre but, c'est de nourrir le débat, c'est de nourrir le débat politique, le débat social, mais que derrière, il y a une action concrète. Effectivement, donc pour cette conférence, il s'agira de donner aux personnes présentes des outils en fait pour leur combat. On veut mener un combat politique, d'accord, mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'on se bat véritablement et qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre comme objectif véritablement, en sachant quels sont les enjeux. Effectivement, mais alors le combat, il est multiforme, il n'est pas que politique. Mais étant donné que nous sommes en démocratie, la démocratie n'est pas simplement une question politique, il y a le social, il y a l'économique. Forcément. Et donc c'est comment chacun, avec les ressorts qui sont les siens, peut, grâce à cette conférence, grâce aux thématiques qui seront abordées, comment il pourra orienter son action de manière à ce qu'elle soit encore plus positive que par le passé. C'est effectivement le but de donner les ressorts à nos concitoyens pour qu'ils soient efficaces dans la société. D'accord. Alors, peut-être rappeler la date, on sait, c'est le 25 janvier prochain, le lieu? Alors, c'est le 25 janvier prochain à l'American Corner, donc au sein de l'Institut de gestion. Pour plus de renseignements, vous avez notre page Facebook, donc Citoyens et Action. Également un numéro de téléphone au 06 75 13 15. D'accord, 06 75 13 15. Voilà, donc ou alors c'est plus simple aujourd'hui avec les réseaux sociaux, se rendre sur la page de Citoyens et Action pour avoir plus d'informations sur cette conférence. Et vous dites que elle est organisée chaque dernier jeudi du mois. Tous les derniers jeudis du mois, on a un café républicain ouvert à tous. Donc, avec des thématiques à chaque fois différentes. Et j'invite les gens à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est souvent annoncé à l'avance, au moins une semaine à l'avance. Comme ça, les gens, ils vont avoir le temps de voir si cette thématique les intéresse. Mais en général, on fait en sorte d'intéresser tout le monde. Voilà. Et donc, puisque vous parlez de thématiques, nous, on a un thème aujourd'hui. Le débat aujourd'hui tourne autour de ces domestiques. Est-ce qu'on devrait laisser la domestique préparer pour le mari? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, à titre personnel, j'en ai une. Est-ce qu'elle prépare pour vous? Votre femme elle prépare pour nous, mais je préfère les plats faits maison par madame. Mais vous êtes assez compréhensif au vu de l'emploi de temps de madame, par exemple. Mais vous savez, on est dans une société qui évolue. On ne peut pas cantonner la femme à des rôles simplement domestiques. C'est normal que la femme prenne soin de son mari. Mais si elle va au travail, au même titre que son mari, elle a aussi droit au repos au même titre que son mari, et même si c'est normal qu'elle prenne soin de son mari. Merci. Donc si une domestique peut aider dans ce sens, même si nous les hommes on préfère toujours les plats de nos femmes, c'est normal. Mais je pense que le week-end, quand elle est plus reposée, elle a le temps, elle peut cuisiner. Donc moi je ne suis absolument pas contre cette idée parce que vous savez qu'au fond de vous, vous n'allez jamais succomber à la domestique à cause de son plat. Oh, je ne suis pas du genre qu'on gagne avec le plat, donc mais en tous les cas, la domestique, oui, elle est utile, mais je pense que ce n'est pas ça qui peut nuire à un couple, à mon avis. Merci beaucoup, Laurent Montier-Touguet. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'ONG, donc Citoyens et Action. Vous revenez quand vous voulez. Les portes de l'entre-deux vous sont ouvertes. Merci et puisqu'on beaucoup. parle de domestique, de cuisine, on va voir avec le geste quotidien comment bien ranger son frigo. On néglige souvent cela, mais c'est très important. Des fois, on se retrouve avec des restes de nourriture qu'on finit par envoyer à la poubelle ou alors des plats ou des ingrédients qu'on a oubliés dans le frigo depuis des semaines. Comment bien ranger son frigo? C'est le sujet du geste quotidien d'aujourd'hui. Organiser votre réfrigérateur peut vous aider à faire des économies et à vous rappeler de ce que vous avez en quantité et ce dont vous avez besoin.
D'abord, il faut savoir que tous les aliments ne peuvent pas être conservés dans le réfrigérateur et que les aliments ne se conservent pas tous à la même température. Il est recommandé de mettre dans la zone froide la viande, le poisson cru, les fruits de mer, la charcuterie, les laitages entamés, le jus de fruits frais, les produits en cours de décongélation. Pour conserver la viande, il est recommandé de l'emballer dans du film alimentaire. Dans la zone fraîche, il faut ranger les produits cuisinés, les laitages non entamés, le fromage, les pâtisseries, les fruits et légumes cuits, les sauces maison. Et dans le bac à légumes, les fruits et les légumes frais, le fromage en cours d'affinage. Et à la porte de votre frigo, les boissons, les œufs, le beurre et les condiments. Sachez que rompre la chaîne du froid, c'est provoquer la multiplication éclair de nombreuses bactéries présentes dans le frigo. C'est pourquoi il est préférable d'anticiper le rangement de vos produits avant d'ouvrir la porte. Autre mauvaise habitude qui nuit à la chaîne du froid, placer au réfrigérateur les plats encore chauds. Pour une conservation idéale, il faut attendre 2 heures avant de mettre un plat déjà cuisiné au froid. Autre chose importante, gardez toujours votre réfrigérateur propre et surtout, on ne doit jamais ranger d'aliments sales dans son frigo. Voilà, c'est très important de savoir où ranger et comment ranger les aliments dans le frigo. Le thème du jour, la domestique devrait-elle préparer les repas de votre mari à la maison ou le mari devrait-il laisser et manger la nourriture de la domestique? Charline nous dit, j'ai aimé la réponse d'Irène. Les femmes se cachent derrière de nombreuses occupations pour camoufler leurs lacunes. David Missou du côté de Kalika qui s'y à Libreville, il nous dit il serait plutôt normal que la femme du foyer remplisse son rôle en faisant la cuisine pour son mari, mais si la femme de maison est occupée, elle peut déléguer ses tâches à la domestique à une condition. Bien sûr, il précise qu'elle soit sûre que celle-ci est de bonne moralité et qu'elle n'ait aucune vue sur son époux au risque que cette domestique prenne sa place dans le foyer. Madame, soyez prudente, faites la cuisine à vos maris vous-même. Nous vivons en Afrique. C'est le message de David Missou que nous remercions pour sa fidélité. Merci donc à tous ceux qui nous écrivent. N'oubliez pas, le débat se poursuit bien sûr sur Facebook. Nous réagirons, nous interagirons bien sûr avec vous toujours sur les réseaux sociaux. À présent, la dernière rubrique de cette émission, c'est l'instant LOL. Aujourd'hui, c'est un combat d'un autre genre. Vous me direz à la fin qui, selon vous, est le vainqueur.
Voilà, comme quoi il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je ne sais pas, selon vous, qui a vaincu Mohamed. Dina ne semble pas très content de ce chien. En plus, il se réclame de sa race. Pourquoi il n'arrive pas à attraper ce coq? Bon, c'était l'instant LOL, c'était un petit sourire pour se séparer et se dire à demain. Merci à toute l'équipe technique, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain lorsqu'il sera à 13h45, toujours sur les antennes de Gabon Première, pour un autre numéro de l'Entre-deux. Au revoir et bon après-midi à tous.